les hot takes, les unpopular opinions. De nos jours, tout le monde a la sienne, et c'est souvent du caca. Bon, c'est pas non plus bien méchant, la plupart du temps, c'est juste un moyen de rage bait son monde avec des horribles avis du style SNK c'est nul ou Dragon Ball Z c'est surcoté. Et dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est de simplement les ignorer. Après, de temps en temps, il arrive que ce soit des avis sincères, et si c'est le cas, il peut être intelligent d'écouter la personne jusqu'au bout avant d'écrire des commentaires de menaces sous sa vidéo. Mais il y a également un troisième cas de figure où il y a un avis tellement horrible que, même en tant que rage bait, ça n'aurait jamais dû sortir de la bouche de celui qui l'a prononcé. Un avis du style: est-ce qu'on devrait pas vouloir que plus de créateurs d'animés soient en dépression? Je veux dire, si leur souffrance nous offre des chefs-d'œuvre comme Evangelion. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Le mythe de l'artiste torturé est probablement le stéréotype le plus tenace du monde de l'art. L'idée qu'un artiste ne peut produire quelque chose d'exceptionnel que s'il souffre, que sa dépression est le carburant même de son inspiration créative. Après tout, ce n'est pas les exemples qui manquent pour le prouver, il suffit de regarder le nombre de grands artistes qui souffrent de dépression. Beethoven et Munch en étaient atteints, Tchaïkovski a un article Wikipédia de 10 pages sur comment il a essayé de se suicider, et évidemment, tout le monde connaît l'histoire de Van Gogh qui s'est coupé l'oreille de désespoir avant de se suicider d'une balle de revolver. Mais il s'avère que dans notre petit monde de l'animation japonaise, on peut aussi trouver des artistes répondant à ce stéréotype. Le plus célèbre d'entre eux restant sans aucun doute Hideaki Anno, connu pour avoir réalisé la saga Evangelion en s'inspirant de sa propre dépression, et qui est celui-là même dont OP fait indirectement mention dans son abominable post. Bref, autant dire que c'est un mythe plus qu'implanté dans l'imaginaire collectif, et même chez certaines figures importantes des milieux créatifs d'ailleurs. L'écrivain de science-fiction Aldous Huxley par exemple, notamment connu pour Le Meilleur des Mondes, écrivait en 1932: un artiste peut-il faire quoi que ce soit s'il est heureux? Ce qui va nous intéresser est donc de savoir, est-ce que ce mythe est véridique et est-ce qu'il y a des bases scientifiques pour l'appuyer? Parce que je veux dire, d'après certaines études intérieures à l'industrie, 17% des personnes impliquées dans la création d'animés souffrent de dépression et 60% en sont au bord. Et c'est pas pour autant que chacun d'entre eux est devenu Hideaki Anno. Donc la question est de savoir, est-ce que Evangelion est vraiment aussi bien dû au fait que Anno était dépressif? La réponse courte, c'est en vrai un peu, mais pas du tout. La réponse longue, la voici. D'après certaines études, il semble effectivement possible de trouver une certaine corrélation entre dépression et créativité. En 2017 par exemple, des chercheurs ont réussi à déterminer à travers des tests que les personnes atteintes de troubles dépressifs majeurs avaient tendance à être plus créatives que la moyenne. Et de la même manière, certaines études estiment aussi que des troubles psychiques tels la schizophrénie ou la bipolarité pourraient être liés à une activité créative plus importante. Une étude menée sur 1,2 million de Suédois a notamment montré que les personnes atteintes de troubles bipolaires étaient a priori 8% plus susceptibles de se lancer dans une carrière artistique. Cependant, non seulement ces études prouvent également que les personnes souffrant de dysthymie, donc un autre type de dépression, sont amenées à être moins créatives que les autres, mais qui plus est, ces travaux en arrivent surtout au résultat que rien ne prouve que ce soit ces troubles de l'humeur qui sont responsables de cette augmentation des capacités artistiques. Au contraire, elles ont plutôt justement tendance à montrer que c'est le mode de vie stressant des artistes, entre délais serrés, attentes élevées et critiques virulentes, qui semble être la source de ces symptômes dépressifs. En résumé, il y a un lien entre créativité et dépression, mais rien ne prouve que la dépression est un carburant favorisant la créativité. À vrai dire, les études ont même tendance à démontrer l'exact inverse. Ok, pour illustrer ça d'une manière qui serait facile à comprendre, voici comment ça marche dans le cerveau. Imaginez que vous vous retrouviez dans une cage et que face à vous se trouve un lion affamé. Quoi qu'il se passe, le premier réflexe de votre cerveau, ça va être fuir ou se battre. Et pour ce faire, il va alors concentrer toutes ses ressources dans le fait de survivre, n'en laissant ainsi plus aucune pour le système limbique, partie responsable de l'aspect créatif. Bah oui, parce que c'est pas le fait de pouvoir peindre un super tableau qui va t'aider dans une situation de vie ou de mort. Le truc, c'est que votre cerveau est incapable de faire la différence entre les différents dangers, donc il va réagir face au stress et à l'anxiété exactement comme il le ferait face au lion affamé, en passant en mode survie. Ce qui fait que pendant une période de mal-être personnel, il va avoir tendance à être bien moins créatif. Mais la corollaire de ça donc est que, inversement, si le cerveau se retrouve dans une situation sans aucun danger, il va pouvoir se concentrer sur des choses moins importantes pour la survie. Une enquête de 2022 réalisée sur 290 professionnels créatifs a ainsi montré qu'une situation de bien-être personnel était bien plus favorable à la créativité qu'une situation d'angoisse mentale. Et donc, contrairement aux stéréotypes, ce sont en réalité les artistes qui se sentent le mieux dans leur vie qui ont tendance à être le plus créatifs dans leur travail. En réalité, ça va même plus loin que ça, puisque les recherches tendent surtout à montrer que l'art est à l'inverse un moyen de lutter face à la dépression. Il réduit le stress, l'anxiété, permet de se faire une meilleure estime de soi ou encore de canaliser ses traumatismes. David Lynch, immense réalisateur du siècle dernier, a cette citation pleine de vérité sur Van Gogh qui résume bien la situation.
Les gens pourraient citer Vincent van Gogh comme exemple d'un peintre qui a réalisé de grandes œuvres malgré ou grâce à ses souffrances. J'aime à penser que Van Gogh aurait été encore plus prolifique et encore plus grand s'il n'avait pas été autant limité par les choses qui le tourmentaient. Je ne pense pas que ce soit la douleur qui l'ait rendu si grand, je pense que la peinture lui a apporté tout le bonheur qu'il avait. Au final, le mythe de l'artiste tourmenté est ainsi juste un moyen de glorifier la souffrance des artistes. Et c'est d'autant plus vrai dans l'enfer qu'est l'industrie de l'animation japonaise, où les animateurs sont exploités sous prétexte qu'ils vivent de leur passion, quand la majorité d'entre eux en survivent à peine. Bon bref, où j'en étais? Ah oui, à cet horrible commentaire de cet utilisateur de MyNemeList qui n'a pas réfléchi beaucoup avant de poster son avis désastreux. Ouais non, bien sûr que non, on veut pas que plus d'artistes souffrent de dépression. Déjà parce que la dépression c'est vraiment pas très marrant et ça tue des gens, mais aussi parce que c'est scientifiquement prouvé que ça permet même pas de faire de meilleures œuvres. Et je veux dire, honnêtement, il avait même pas besoin de moi pour le savoir, il en avait lui-même la preuve dans son post. À un certain niveau, je ne peux pas nier que la dépression de Anno a eu un impact sur Evangelion. Je veux dire, s'il n'en avait pas été atteint, il n'aurait jamais pu s'exprimer sur ce thème comme il l'a fait, et il n'en aurait peut-être même jamais eu l'idée. Pour autant, je ne pense pas que sa dépression ait eu un quelconque impact sur la qualité du produit final. C'est vraiment bien plus une question du fait que Anno est compétent que du fait qu'il était dépressif. Et si ça avait été un autre clampin du Gainax de l'époque qui s'en était occupé, je peux vous dire que ça n'aurait pas été la même histoire, aussi dépressif soit-il. À vrai dire, j'irais même plus loin en disant qu'on en a la preuve de ça, du fait que Anno aurait pu faire Evangelion sans la dépression. Tout simplement parce que Anno a fait Evangelion sans la dépression, 7 ans auparavant. Ça s'appelle Gunbuster. Ok, je me rends bien compte du fait que beaucoup moins de gens sont familiers avec Gunbuster qu'avec Evangelion, donc je vous propose de le résumer très simplement. Sorti entre 88 et 89, Gunbuster est un OAV de 6 épisodes racontant l'histoire d'une guerre spatiale faisant s'affronter l'humanité face à une race extraterrestre voulant détruire la Terre. Pour les représenter dans ce combat, l'espèce humaine envoie alors de jeunes pilotes à l'intérieur de robots géants. Le personnage principal fait partie de ces pilotes, ayant rejoint ce bataillon en raison d'une situation familiale compliquée. Oui, il s'agit exactement du synopsis de Neon Genesis Evangelion. Une guerre entre humains et aliens, deux jeunes pilotes dans des robots géants, un personnage principal ayant une situation familiale compliquée, notamment avec son père, c'est exactement la même chose. Bon, dès que tu rentres un peu dans les détails, ça devient bien plus différent, mais la structure de base est clairement la même. De cette manière, la seule grosse différence qu'il y a entre les deux séries est le fait que durant la production de Gunbuster, Anno n'était pas encore tombé dans la violente dépression qui le touchera après la diffusion de Nadia, le secret de l'eau bleue. Gunbuster est donc largement moins marqué par les problèmes personnels de Anno que la série Evangelion de 95. Et ça se ressent sur comment sont traités les mêmes thèmes. Quand Evangelion représente une vision négative de la société où les vices des humains les ont amenés à peu sombrer dans cette guerre contre les aliens en perdant de plus en plus tout espoir dans le futur, Gunbuster représente tout l'inverse. C'est l'envie d'un monde meilleur et ça se termine par un message d'espoir quand l'humanité est sauvée par ses plus vaillants protecteurs. Et vous savez quoi? Malgré ces thèmes un peu différents, Gunbuster, c'est génial. Bon, objectivement, dire que Gunbuster est meilleur que Evangelion, ce serait malhonnête. Autant que j'aime cet animé, on voit clairement à quel point il est marqué de l'inexpérience de Anno et de son staff, à la fois dans ses visuels, mais aussi et surtout dans sa capacité à explorer des thèmes complexes. Mais ça reste génial, c'est dramatique, c'est poignant, les personnages sont attachants, les scènes d'action sont à couper le souffle, et encore mieux, il y a un personnage qui est né exactement le même jour que moi. Bon, ça c'est peut-être un argument qui est un peu trop personnel, mais avouez que c'est une sacrée coïncidence. Mais surtout, ce que cet animé permet, c'est d'envisager quelque chose d'autre, d'envisager un Evangelion qui irait mieux, d'envisager un monde où Shinji pourrait enfin être heureux et d'envisager un univers où Anno aurait pu réaliser son chef-d'œuvre en ayant guéri de sa dépression. Et quand on voit ce qu'il a été capable de faire avec zéro budget, presque 10 ans d'expérience en moins, 4 fois moins d'épisodes, mais de la joie de vivre pour faire tenir le tout, on se dit vraiment que ça aurait pu être quelque chose d'encore plus grand. Je précise quand même au cas où, mais je suis pas là pour essayer de culpabiliser Hideaki Anno sur le fait qu'il est tombé en dépression. Bon, quoi qu'il arrive, il verra jamais cette vidéo, donc j'ai pas trop à m'en faire, mais c'est surtout un moyen pour moi de vous montrer à quel point ce mythe de l'artiste torturé est ultra toxique, et comment ce genre de commentaires n'aide absolument personne. Si ce n'est les multinationales de l'animation japonaise qui font de la thune en exploitant par dizaines des artistes payés au lance-pierre sous prétexte que c'est leur passion. Bref, tout ça pour dire que si vous postez des hot takes désastreuses sur internet, à partir de maintenant, je serai là pour vous exposer publiquement sur une vidéo YouTube. Peut-être que je verrai pas votre post, mais gardez juste en tête qu'il y a une chance que je sois là à guetter dans l'ombre. Et peut-être qu'à tout moment, je serai là pour vous répondre avec des preuves concrètes à l'appui. Et peut-être qu'à partir de maintenant, vous ne pourrez plus dormir la nuit, et que vous ne pourrez plus mettre que des commentaires gentils, notamment sous les vidéos des gentils youtubeurs animés. Alors à partir de maintenant, réfléchissez bien avant de poster des messages sur des forums en ligne où tu souhaites à des gens que tu ne connais pas de vouloir se foutre en l'air.